aux exposés aux tables rondes, qui je pense sont super intéressantes pour faire avancer les choses, parce que c'est dans l'échange avec les autres où on progresse et surtout on met à jour nos connaissances. Donc il m'a demandé d'intervenir par rapport à la blessure des ischio-jambiers, donc qui est quand même un mal récurrent dans le football, où beaucoup d'entraîneurs font une fixette là-dessus. Donc la première question qu'il faut se poser, est-ce que cette blessure au niveau des ischio-jambiers est une fatalité? Donc moi je vais m'attacher à vous démontrer que ce n'est pas une fatalité et qu'il y a des choses à mettre en place à la fois dans la prévention et dans le travail. Après, le risque zéro n'existe pas, mais une fois qu'on a fait ça, au moins on a moins de regrets quand malheureusement il se passe une blessure sur un ischio-jambier, ce qui peut arriver même quand le joueur est très bien préparé, quand il y a une succession de matchs importants. Donc là, je vous présente le plan. Donc on va faire déjà une analyse de l'activité football neuromusculaire. Donc le neuromusculaire, c'est tout ce qui est travail d'explosivité, de puissance, de force. Ensuite, je vous présenterai une revue scientifique sur l'activation des ischio-jambiers lors de la course. Donc la course de sprint, il y a une phase d'accélération, on va voir ça, une phase d'accélération et aussi la notion de sprint même. Et au niveau des types de blessures qu'on rencontre le plus fréquemment en football. Et ensuite, je vous proposerai des stratégies de prévention qui ont été évoquées par des personnes qui ont fait des études. Après, je continuerai mon exposé sur la pratique avec toujours des références scientifiques et quels impacts, comment elles peuvent impacter nos pratiques de tous les jours. Et enfin, on terminera par une conclusion et puis on pourra échanger un petit moment. Oui, je t'entends. Ah ouais, excusez-moi. Donc, l'analyse de l'activité neuromusculaire. Pour moi, le football, c'est quoi? Il y a des duels, donc au sol, aérien, des gestes techniques, donc les dribbles, qui enchaînent, qui pour moi s'appuient sur l'explosivité du joueur. Évidemment, sans ballon, les accélérations et décélérations, où on verra sur les décélérations, il y a comme un gros travail au niveau des ischios, et tout ce qui est changement de direction. Donc pour moi, l'activité football, c'est surtout ça, des duels, des gestes techniques, des accélérations, décélérations et des changements de direction. Et dans tous ces gestes, ces actions motrices, les ischio-jambiers sont sollicités. Donc ne pas les préparer pour répondre à ce type d'action, mais surtout être capable de les répéter, par exemple à la 95e ou lorsqu'il y a des prolongations, c'est risque de blessure. Donc il y a l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif. Donc là vraiment aujourd'hui je vais m'attarder sur l'aspect qualitatif parce que l'aspect quantitatif, on va être sur de l'énergétique et c'est tout ce qu'on appelle la capacité à répéter les sprints où on travaille sur la filière lactique. Mais pour travailler dans cette filière lactique, il faut d'abord avoir une bonne qualité neuromusculaire. Donc, un petit exemple, lorsqu'on parle de sprint, là je vous ai mis des références, donc Cristiano Ronaldo flashé à pratiquement 39 km/h, Kylian Mbappé du 38 km/h, Gareth Bale 37 km/h, donc pour nous au niveau de l'équipe nationale, Achraf Hakimi déjà flashé à 37 km/h. Donc la notion de vitesse longue de sprint existe en football, mais je dirais qu'elle n'est pas spécifique à tous les postes de jeu. Et c'est pas forcément les sprinteurs qui lors des matchs comme Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé qui font des sprints très très longs se blessent. C'est plutôt chez des joueurs qui n'atteignent jamais des 30 km/h lors de matchs, mais qui peuvent se blesser au niveau des ischio-jambiers. Donc l'activation des ischio-jambiers. Donc déjà un petit rappel anatomique. Donc j'ai recherché et moi au niveau de la gym. Donc j'ai trouvé cette image qui résume assez bien au niveau des extenseurs de hanches parce que il faut bien comprendre que les ischio-jambiers au niveau anatomique s'articulent au niveau, ils sont biarticulaires, ce sont des muscles biarticulaires qui sont à la fois sur le bassin et s'insèrent au niveau du genou. Et surtout, sur la prochaine illustration, vous allez voir parce que sur cette image, il y a aussi le grand fessier. Le grand fessier, par rapport à la hanche, c'est un extenseur de hanche comme le biceps fémoral. Et lorsque le biceps fémoral est faible, le grand fessier va pallier à cette faiblesse de biceps fémoral, mais ça va occasionner des blessures. En fait, c'est lors d'une extension de hanche à 90% que subvient la blessure au niveau des ischio-jambiers et surtout au niveau du biceps fémoral. Donc, j'adore cette petite
illustration qui date de 2017 où on voit l'activation des ischio-jambiers à la fois sur la phase d'accélération et à vitesse maximale. C'est deux choses, c'est vraiment deux choses qu'il faut comprendre lorsque vous travaillez sur le terrain. Il y a les phases d'accélération et lorsque vous atteignez votre vitesse entre guillemets de croisière de sprint, il y a le maintien de cette vitesse. Et ces deux phases d'explosivité, de puissance sont totalement différentes parce qu'on peut s'apercevoir que le biceps fémoral et le semi-tendineux, qui sont deux muscles importants dans le sprint, dans l'accélération, sont sollicités de manière différente. Donc, phase d'accélération et vitesse maximale, qui sont toutes les deux sources de blessures au niveau des ischio-jambiers, ne sollicitent pas du tout de la même façon ces deux muscles qui sont très importants. Donc, à partir de là, lorsqu'on veut travailler ou lorsqu'on est en réalisation d'un joueur blessé, selon le type de blessure, on est sur le semi-tendineux ou le biceps fémoral, on ne va pas du tout travailler de la même façon. D'ailleurs, la conclusion de cette illustration, c'est que l'entraînement, la prévention et la réhabilitation, donc c'est trois choses totalement différentes, doivent être conçues en fonction de quel muscle on veut solliciter et surtout sur quelle phase de sprint on est. Est-ce qu'on est sur la phase d'accélération, sur une phase de maintien de vitesse ou on est encore sur une phase d'accélération mais à des vitesses à très haute intensité. Donc c'est des choses totalement différentes. Donc je vous invite, pour bien comprendre les choses, savoir à quel moment, lorsqu'on est dans une phase d'accélération, quel est le muscle qui est surtout sollicité. Parce que moi, par exemple, ça m'oriente dans mon travail de prévention, mon travail de préparateur physique. Par exemple, je vais faire pousser un crawler à 80% du poids de corps sur 5 mètres. Comme ça, je sais que je vais solliciter mon biceps fémoral. Alors, revue de littérature. Donc ça, 2015. Il est apparu qu'au niveau des footballeurs, de courts faisceaux au niveau des ischio-jambiers majorent le risque de blessure. C'est-à-dire que lorsqu'on a des muscles courts, le problème, c'est qu'on risque d'avoir des pépins à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui est préconisé? Un entraînement excentrique et de l'entraînement en sprint pour la prévention des blessures. Vous verrez certainement, il y aura une diapo où le meilleur entraînement pour le sprint, c'est faire du sprint et faire, donc je ne sais pas si les entraîneurs dans la salle, faire que des petits jeux où il n'y a jamais d'espace. On ne sollicite pas la vitesse maximale ou un haut pourcentage de cette vitesse maximale du joueur et donc on a une sous-exposition des ischio-jambiers par rapport à ces phases d'accélération et ces phases de sprint et on risque d'avoir des gros pépins musculaires à ce niveau-là. Deuxième référence, 2017, où là ils ont étudié 30 joueurs qui ont eu des antécédents de blessures aux ischio-jambiers avec 30 joueurs qui n'ont pas eu d'antécédents. Et ils ont suivi sur une saison et demie, donc c'est énorme. Et en fait, on s'est aperçu que les joueurs qui avaient des antécédents, ils avaient des bascules du bassin antérieures lors de la course. Même chose, ils avaient des flexions latérales thoraciques plus marquées lors des phases de cycle en suspension. Donc ça, c'est un risque de blessure. Et surtout, ces joueurs avec des antécédents de blessure, ils présentaient une instabilité au niveau du thorax et de la ceinture pelvienne. Donc ça, c'est des critères qui vont orienter votre travail de prévention ou d'entretien. Donc ça veut dire travail de gainage dynamique. Parce que dans ce que je viens évoquer, on constate chez les gens qui ont des blessures aux ischios, si le travail de réutilisation n'a pas été fait correctement, on a des problèmes au niveau du bassin, la lésion bassin-thorax. Et donc, cette instabilité occasionne des blessures. Donc, on va vous parler de travail de gainage, mais on est d'accord. Mais vous verrez qu'après le travail de gainage, à un certain moment, il faut travailler avec Swissball, avec Bosu, avec TRX. Arrêtez de faire du gainage que du gainage statique. C'est bien pour les personnes d'un certain âge. On est sur le coude, sur le côté, puis on attend 30 secondes. Non, il faut créer de l'instabilité. Alors, en 2021, plus près de nous, donc ils ont étudié 50 cas de blessures de matchs professionnels en football qui ont occasionné plus de 7 jours d'arrêt. Donc, c'est énorme. Hein. Quand vous avez la Champions League, vous enchaînez les matchs. Un joueur qui est sorti 7 jours, si c'est un titulaire, c'est super compliqué pour le coach. On s'aperçoit que le biceps fémoral, c'est pratiquement 80% des blessures. Donc, c'est énorme. Donc, ce muscle-là, il faut l'entraîner correctement. Pas l'entraîner de manière isolée. Attention, on en parlera après sur l'exemple pratique. Le renforcement musculaire, c'est inclure des chaînes musculaires. Parce que les chaînes musculaires travaillent en synergie. On peut pas isoler. On peut isoler à un certain moment s'il faut vraiment accentuer un travail excentrique, mais ne pas faire que ça. Parce qu'il faut reproduire, se rapprocher le plus possible du pattern, du modèle de la course. Ensuite, 52%
2% des cas ont lieu sur des actions de freinage ou d'arrêt, ou une action de fente, ou d'atterrissage, ou de frappe. Donc, une préparation spécifique par rapport à ça. Et seulement 48% des blessures arrivent en sprint. Donc, le problème, c'est que quand vous ne faites pas sprinter vos joueurs, attention, sprinter, c'est la phase d'accélération et maintien d'une vitesse à 85-90% de la vitesse max du joueur. Il faut quand même la maintenir. Donc, si on ne fait pas ça, on aura ce risque de blessure. Et après, sur une analyse un peu plus cinématique, montre qu'une transition flexion-extension, c'est surtout avec un angle de genou inférieur à 45 degrés, que ça soit en chaîne ouverte ou en chaîne fermée. Donc, par exemple, en renforcement musculaire en salle, on va travailler sur les angulations inférieures à 45 degrés. Donc, par rapport à cette lecture, il faut des mouvements rapides impliquant de fortes contraintes excentriques. Alors oui, le travail excentrique, ça fait mal. Oui, il faut récupérer derrière. Mais si on ne fait pas de travail excentrique, on ne prépare pas nos joueurs à ce que la compétition va demander. Et je fais une parenthèse. Vous faites un gros travail où il y a beaucoup d'accélération, d'accélération. Vous êtes en salle. Il y a eu travail de pente, de traîneau. Enfin, vous avez vraiment tapé fort dessus. Il ne faut pas faire de froid derrière. Parce que le froid, ça squeeze. C'est-à-dire que ça supprime tous les processus d'adaptation. Donc, ce que vous avez fait en salle, vous n'allez pas en bénéficier comme vous devriez en bénéficier si vous n'avez pas fait de froid. Par contre, gros travail excentrique, freinage, travail de pente, crawler, travail avec une trap bar, on verra après. Derrière, on prend des protéines. Voilà, parce qu'on aide le muscle à se reconstruire. Le renforcement musculaire, que ce soit pour les ischios, pour tout ce que vous voulez, c'est pour rendre plus fort le joueur, pour être capable d'accélérer plus fort, de maintenir une vitesse maximale le plus longtemps possible et de réduire le risque de blessure. Autre étude 2022. Donc là, je vous ai, parce que bon, le rugby, ils sont quand même à des années-lumière au niveau de la préparation physique par rapport au foot. Mais regardez, eux, les accidents, ça arrive 88% en match. Bon, au foot aussi, c'est souvent en match. Et 76% implique une flexion du tronc avec une extension active concomitante du genou. C'est-à-dire que c'est lors d'une flexion du tronc et une extension du genou où on a un risque de blessure. Et surtout, ces 50% des cas sont associés à une rotation du tronc. Donc nous, je vous invite à regarder dans ces sports-là parce que ça va orienter votre travail que vous pourrez mettre en place. Et les exercices qui sollicitent les ischio-jambiers sur des longueurs, donc des longues longueurs, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que des fascicules un peu courts risquent de blessure. Donc on simule sur un plan excentrique et surtout on crée de l'instabilité avec le tronc. Donc tout ça, c'est des petits critères que lorsque vous créez une situation où vous voulez vraiment faire un travail de prévention sur les ischio-jambiers, et ben vous mettez ça en place. Vous introduisez de l'instabilité avec mais vous faites quand même un travail excentrique. Et le tronc, il va bouger, mais avec sa musculature des muscles profonds, il va réguler son gainage. Donc tout ça, c'est des petites pistes pour vous et vous aider à construire vos exercices. Par exemple, moi je suis totalement contre la machine à ischio, voilà, où on est allongé et puis voilà, je ramène le talon-fesse. C'est pas ce qu'on demande parce qu'il n'y a pas d'instabilité et on travaille vraiment de manière isolée sur le muscle. Alors on peut le faire, mais faire que ça, c'est pas suffisant et on va pas régler nos problèmes. Donc stratégie de prévention. Donc là, pareil, 2021. Donc c'est vraiment un bon article ça. Parce que c'est à la fois des chercheurs, des kinés, des préparateurs physiques, des spécialistes du sprint qui ont identifié 5 facteurs à prendre en compte lorsque vous êtes dans une stratégie de prévention des blessures au niveau des ischio-jambiers. La première chose, la gestion de l'entraînement. Donc, comme je vous disais, s'il y a une faible exposition à la vitesse de course, mais maximale de votre joueur, donc vous devez la connaître, la vitesse maximale de votre joueur. Et si dans la semaine, vous ne l'avez pas sollicité au moins 2 fois, pour moi, c'est au moins 90% de cette vitesse max, à un certain moment, vous risquez d'avoir un souci. Donc, pensez à ça. Les faibles expositions aux différentes phases de sprint, donc ce que je dis, phase d'accélération, maintien de la vitesse. Donc, manière d'orienter votre entraînement, de calibrer votre entraînement. Je travaille sur mes phases d'accélération et après sur le maintien de ma vitesse de mon sprint. Donc ça, c'est important. L'incapacité de votre joueur à s'adapter aux contraintes musculo-tendineuses induites par le sprint. Donc si vous faites jamais de sprint, alors on peut faire des sprints à vide. Hein. On prend à 30 mètres, allez, c'est parti. Mais vous pouvez, dans un cadre de préparation physique intégrée, du travail au poste, par exemple, votre latéral, il fait un débordement, il centre. Derrière, il doit piquer
un sprint, course de repli. Et ça se travaille avec l'entraîneur. Et vous gérez l'entraînement. C'est-à-dire que voilà, tu fais une course de repli sur 30 mètres et tu as maximum 4 secondes pour arriver là-bas, 3 secondes sur la vitesse max de votre joueur. Et au moins, vous la sollicitez. Ensuite, alors le manque de travail de course spécifique, attention, au foot, on a des ischios qui sont plus courts que les autres sports. Donc attention de ne pas dénaturer l'activité de votre joueur. Mais faire du travail de pente en demandant de l'amplitude de course, vous verrez après, c'est très bon pour les ischio-jambiers. Et puis après, mauvaise gestion de la planification et de la charge. Et là, j'insiste grossièrement sur la chose. Une charge d'entraînement, ça se fait avec un entraîneur. On ne peut pas dissocier l'aspect athlétique de l'aspect footballistique. Et une charge, si un joueur se pète au niveau des ischios à l'entraînement ou au match, il faut regarder tout ce qui a été fait et tout ce qui n'a pas été fait. Au niveau du contenu avec ballon et aussi du contenu sans ballon. S'il te plaît, excuse-moi. Ouais. Combien 6 Ouais, s'il te plaît. Donc voilà, donc ça c'est super important. Donc ensuite, deuxième critère, propriété neuromusculaire et tendineuse. Donc la force excentrique des ischios pendant la phase de suspension, elle est vitale celle-là. Donc travaillez sur l'aspect excentrique de vos ischios, d'accord, mais sur des chaînes musculaires, pas isolément. Donc paramètres cinétiques de course. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut des joueurs accélérateurs. Donc pour accélérer, il faut une poussée horizontale. Et là, attention, les extenseurs de hanche, ça peut être un facteur qui limite cette poussée horizontale. Une faiblesse au niveau des extenseurs de hanche sur l'aspect excentrique peut occasionner des blessures parce que moi, je veux une poussée horizontale. Donc, comment je travaille la poussée horizontale de mes joueurs? Comment je peux la rendre plus forte? Les jeux ne suffiront pas. Il faut du renforcement musculaire spécifique que nous verrons après. Stratégie de prévention, toujours. Voilà. Autre paramètre, manque de contrôle lombo-pelvien. Donc, c'est tout ce qui est lombaire et tout ce qui est ceinture au niveau du pubis. Inclinaison excessive du bassin vers l'avant. Manque de contrôle du buste. Mauvaise coordination des articulations de la hanche et du genou en fin de suspension. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le problème du travail du gainage. Alors, je sais pas si vous connaissez, parce que vous êtes plus jeune que moi, Marie-Josée Pérec, athlète de 400 mètres française, championne olympique du 400 mètres. Et 400 mètres, il y a quand même des virages à négocier. Elle a fait une pub pour Pirelli après, où on la voyait courir et prendre un virage. Et la maîtrise de la puissance, s'il y a un mauvais gainage, il y a une mauvaise transmission des forces. Et la mauvaise transmission des forces, c'est quoi? Vous n'êtes plus efficace, sur la durée, vous n'êtes pas efficient et vous avez un risque de blessure. Donc là, je vous ai mis TRX, Bosu, Swissvol pour tout ce qui est travail de gainage. S'il vous plaît, et surtout chez les jeunes joueurs et aussi chez les jeunes filles. Quand je dis jeunes joueurs, il y a aussi les filles dedans parce que on sait très bien que les filles, par rapport aux garçons, ont un bassin plus large parce qu'elles vont donner la vie incessamment. Donc ça, c'est la chose, c'est les choses naturelles. Donc attention, bien insister dessus. Pareil, par rapport aux genoux, il y a des conséquences. Donc, cette stabilité au niveau du bassin, elle est vitale, elle est primordiale. Donc, sollicitez cette stabilité en vous créant des exercices avec pour moi, la base du gainage, c'est TRX, Bosu. Il y a aussi les petits WAF et les Swiss Ball. Et ensuite, la mécanique de hanche. Donc, bien comprendre la mécanique de hanche, c'est-à-dire anté-rétroversiaux du bassin. Vous avez vu tout à l'heure, que les bassins étaient trop penchés vers l'avant, donc ça tirait trop fort sur les ischios. Donc il faut rééquilibrer tout ça. Et pour avoir vraiment un athlète accélérateur, un joueur accélérateur, les extenseurs de hanche, notamment avec le grand fessier, c'est super important au démarrage de la course. Ensuite, pour mettre en place cette politique de prévention, pareil, en 2017, sur 613 sprinters. D'accord, c'est des sprinters, mais eux, ils ont travaillé à la fois sur l'agilité, la force et la souplesse, stretching, qu'il soit passif ou dynamique. Donc, ces trois pôles, l'agilité, donc le travail d'appui, la coordination, la force. Donc, vraiment la force, mais quand je vous parle de la force max, hein. C'est pas la force où il se passe rien. On met des charges, on travaille avec des charges. Et surtout le travail excentrique. Donc, ils sont aperçus que s'ils faisaient que de l'agilité, ça suffisait pas, que de la force, ça suffisait pas, que de la souplesse, ça suffisait pas. Il faut avoir ces trois pôles dans la prévention de blessures des ischios. Ensuite, en 2020, sur le Big Four, Big Five européen, sur l'efficacité des stratégies
de prévention, c'est les joueurs professionnels. Au niveau des ischios, il faut du sprint, des courses à haute intensité. Mais haute intensité, vous m'excuserez, mais quand on parle de haute intensité, par exemple à 20 km/h, au marathon, ils font du 21 km/h pendant 2 heures. C'est pas ça la haute intensité, c'est tout ce qui est changement de rythme, accélération. Et après, si je veux des courses à haute intensité, je prends la vitesse max de mon joueur et je travaille entre 90 et 95%. Là, d'accord. Focus sur l'excentrique et le développement de la force des extenseurs de hanche et du genou. Ça, c'est la base. Et la pliométrie horizontale. Pourquoi? Parce que bon, la plio verticale, c'est très bien. Pour les tendons, tout ça, il n'y a pas de souci, il faut en faire pour préparer. Mais nous, on n'a pas une équipe de kangourous. Nos joueurs, on va leur demander d'accélérer en permanence et de décélérer horizontal et orienter les forces dans le plan antéro-postérieur. Ça, c'est la base. Ensuite, en 2017, Bourne, il explique que pour les exercices d'extension de hanche activent davantage le biceps fémoral. Vous vous souvenez, le biceps fémoral, c'est 80% des blessures chez les joueurs de football. Donc, les exercices d'extension de hanche. Tandis que le protocole nordique, on est plus sur le semi-tendineux. Donc, il faut faire les deux. Mais si j'ai un joueur qui a une faiblesse au niveau du biceps fémoral, exercice d'extension de hanche, c'est primordial. Alors, toujours une référence. Alors, d'autres exercices qui sont importants. Le hip thrust, soulevé de terre, jambes tendues, où là, on va jouer sur l'extenseur de hanche au niveau du grand fessier. Donc, c'est super important. Et le squat, il permet les plus hauts niveaux d'activation des extenseurs du genou et un bon recrutement des extenseurs de hanche. Donc, le squat, parfait. Maintenant, vous avez un problème avec le squat. C'est que si votre joueur, il a un dos d'enfant, vous pouvez pas travailler en squat avec du lourd. Parce qu'il va se casser le dos. Donc, pour ça, on va voir, il y a la trap bar qui permet de résoudre le problème. Donc, vous voyez, ces 3 types d'exercices, ils sont vitaux dans une pratique, dans le cadre de développement et de prévention des blessures sur les ischios. Alors, les exemples, swing kettle, voilà. Donc, vous voyez là, et on termine pointe de pied. Pourquoi terminer pointe de pied? Parce qu'il y a la triple extension, bassin, genou, cheville. Lorsque vous courez, il y a toujours cette triple extension. Cheville, genou, bassin. Donc, il faut essayer de la retrouver au maximum à l'entraînement. C'est pour ça que me travailler sur la machine à ischio et faire que ça, c'est pas suffisant. Donc, le swing kettle, c'est très bien. Autre exemple, le hip thrust. Donc là, c'est le niveau de difficulté maximal parce que vous voyez qu'il est sur un Swiss ball, donc de l'instabilité. Faut pas que mon bassin il bouge, faut pas que mon haut du corps il bouge. Et là, il a quand même 60 kilos le joueur. Donc ça, c'est super important. Le hip thrust permet vraiment de travailler sur le grand fessier et notamment sur ce muscle qui est au niveau de l'extension de hanche qui est super important. Et les fessiers, pour démarrer, c'est la base. Fessiers, quadris, d'accord, mais surtout les fessiers. Si vous n'avez pas des bons fessiers, vous n'allez pas pouvoir pousser comme des malades. Et surtout, votre poussée, elle va pas être qu'horizontale. Elle va être orientée vers le plan vertical et c'est moins efficace. Donc, important ce type d'exercice. Alors, au début, ça a piqué, il n'y a pas de souci. Et il y a différentes positions sur les hip thrusts. C'est pour ça que je vous laisserai la présentation. Il y a soit la position neutre. Après, soit je ramène les talons le plus près possible de mes fesses, ou j'ouvre les appuis, ou j'éloigne le plus possible mes talons par rapport à mes fesses. Et en fonction de ça, on n'est pas tout à fait, on est toujours sur le grand fessier, mais au niveau des ischios, je vais pas les solliciter de la même façon. Donc c'est super important. Hip thrust, oui, mais il y a 4 positions à utiliser. Ne pas oublier une position. Là, c'est un chine sur une machine iso-inertielle. Donc machine iso-inertielle, c'est plus vous tirez fort sur la toupie, plus le travail excentrique sera fort. Donc là, c'était vraiment un travail, d'isolement, gros travail excentrique sur semi-membraneux, semi-tendineux et biceps fémoral. Donc là, talon-fesse vers l'intérieur, et là, il va partir talon-fesse vers l'extérieur, donc semi-membraneux, semi-tendineux, et lorsqu'il est dans l'axe, il est sur le biceps fémoral. Donc là, en gros, c'est toujours ma trame de prévention, où il y a du hip thrust, où là, je suis sur un mouvement global, et je vais finir mes joueurs, la kettle aussi, où il y a un mouvement de triple extension, donc mouvement global. Et les joueurs, ils terminaient toujours par ça. Ce travail iso-inertiel vraiment d'isolement sur les ischio-jambiers. Donc, oui, j'ai un travail d'isolement excentrique, mais avant,
du global. C'est-à-dire que mon travail de prévention sur les ischios, je travaillais sur des chaînes musculaires. Et à la fin, je terminais par ça. C'est vraiment histoire de terminer mes joueurs qu'ils aient vraiment le travail le plus complet et le plus profond possible. Maintenant, c'est pour ça que je vous parle on entraîne toujours des muscles, des chaînes musculaires et pas de manière isolée. Moi, les mouvements fonctionnels, pour moi, c'est la base du renforcement musculaire. Parce que nos joueurs, on les fait courir. Et lorsqu'il y a de la course, il y a du gainage, il y a la transmission des forces, il y a des muscles qui sont sollicités. Pareil sur les changements de direction. Alors, premier mouvement, voilà, les arracher avec un bras. Voilà, triple extension. Donc là, on sollicite toute la chaîne postérieure. Là, ici, barre pivot. Vous savez, pour le changement de direction, voilà, je fléchis et je repousse. Voilà, donc quand même, mes ischios sur la phase excentrique de freinage, je descends vers le bas, ils sont sollicités. Et après, je repousse avec mon quadri. Donc, mon ischio, il y a un gros travail excentrique qui est utilisé. Donc ça, pour les changements de direction, c'est pas mal. On se rapproche de l'activité. Et là, ne pas oublier aussi, au niveau iso-inertiel, bon, sur les quadris aussi. Parce que aussi, des fois, si on travaille trop sur la chaîne postérieure, faut pas obliger ne pas oublier la chaîne antérieure. Sinon, on va avoir des déficits. Donc là, machine iso-inertielle, travail de squat. Parce que la machine iso-inertielle, en fait, le nœud de l'explosivité, c'est l'inversion entre les deux régimes de contraction. On sait que la pliométrie, on marche, on fait de la plio. On court, on fait de la plio. C'est phase excentrique, donc de freinage. Et tout de suite, je passe en phase concentrique. Et l'explosivité, c'est être capable de freiner, paf, pour passer très vite sur la phase accélératrice, phase concentrique. Et la machine iso-inertielle me permet, sur ce laps de temps très court, d'être vraiment au maximum de ce que je peux recruter au niveau de mes unités motrices. Je freine très fort, paf, j'inverse. Alors c'est dur, hein, ça pique, mais là, vous gagnez en explosivité. Voilà, alors, voilà. Trap bar, deadlift, trap bar, donc vous avez deux faces et latérales. Et regardez la position de son bas du dos là. Les courbures, elles sont respectées. Donc là, voilà, je peux pas travailler en squat parce que mon athlète, il est pas prêt. Eh ben, je prends la trap bar. Et la trap bar, je peux mettre du lourd. Donc, Quentin, là, il travaillait avec moi à l'Olympique de Marseille. Alors, je vous le présente parce qu'il va revenir au Maroc. Je l'ai fait intervenir plusieurs fois. Et là, en ce moment, il a l'équipe de France de rugby qui fait le tour à destination. Il travaille avec le responsable du neuromusculaire. Donc, vraiment, le mouvement, il est parfait. Et vous voyez bien qu'à aucun moment, les courbures au niveau du dos sont supprimées. Parce que le danger, il est là. Parce que vous supprimez la courbure lombaire, vous avez la bascule du bassin, et là, vos ischios, ils prennent cher. Les pentes, ça, je pense que dans tous vos clubs, dans toutes les villes au Maroc, on peut trouver des pentes. Mais attention, les pentes, c'est pareil. Je peux avoir des pentes à 15%, à 12%, à 16%, à 40%. Bon, là, 40%, ça fait beaucoup. À 3%, ben, le pourcentage, il a une incidence. Donc, je vous ai mis une étude de 2021. Donc, ils ont testé des gars à 27,7 km/h sur 4 niveaux de pente. 0, 5, 10 et 16. Et regardez ce qui est sorti. Entre 5 et 10%, je reproduis la biomécanique de la course constatée en fin de phase d'accélération sur le plat. Donc, si vous voulez travailler sur cette phase d'accélération, en fin de phase, du 5-10%. Maintenant, je veux travailler sur ma course de sprint, c'est-à-dire que j'ai mon joueur en couloir, il a du mal à maintenir ça et surtout il s'est blessé sur un sprint long, paf, je le mets dans une pente à 16%. Comme ça, je vois ce qui se passe. Donc le pourcentage n'a pas du tout la même signification et surtout on ne travaille pas du tout sur la même partie au niveau des ischio-jambiers. Donc, pente, stratégie judicieuse pour travailler la biomécanique de l'accélération en sprint. Donc, le choix doit être effectué en fonction de votre athlète et de votre objectif. On ne peut pas mettre un athlète comme ça dans une pente et puis jeter une pièce en l'air. Non, vous avez un objectif. Là, au Cameroun, Maé, voilà, petit problème. Au ischio, là, on est sur une pente à 8%. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. Donc là, il y avait 35 mètres. Et vous avez vu, au début, j'ai mis des coupelles. Je vais vous la remettre. Au début, regardez. Là, c'est au niveau des ischio, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieds. C'est l'écart entre les coupelles. Et en fait, ça permet d'avoir une accélération progressive. Et surtout, d'avoir un travail excentrique progressif au niveau des ischios. Et regardez, on a fait un total de 155 mètres. Alors, c'était pas prévu. On était en réalisation, le nombre de passages, on a les GPS, on était en live.
les niveaux d'accélération qui ont été obtenus. Donc, pour que vous sachiez, nous, notre curseur d'accélération haute intensité, c'est 2,5. Donc, au-delà, on est sur la très haute intensité. Je vous ai mis les durées et surtout les vitesses atteintes où il termine sur le dernier à 31 km/h sur une pente à 8%. Donc après, j'étais pas inquiet pour le plat. Et surtout le niveau d'accélération 3,35. Donc pour moi, le joueur, c'était validé. Donc même vous, c'est un exemple de réalisation, mais vous, dans le travail de club, où vous vous préparez en début de saison, vous me les mettez dans les pentes. Vous gérez l'aménagement du milieu et ça régulièrement. Après, quand vous enchaînez les matchs, par exemple, vous faites de la Coupe d'Europe ou de la Coupe d'Afrique, comme vous voulez avec votre club. Quand vous avez 4 jours entre 2 matchs, 48 heures après votre match et 48 heures avant, vous devez faire un rappel de pente ou de prévention sur les ischios. Ça, c'est primordial parce qu'à un certain moment, vous allez avoir des soucis. Et votre joueur, il va s'habituer. Le corps, il s'habitue. C'est quand j'expose pas le corps que j'ai des soucis. Hein? Voilà, autre type, le chariot. Voilà, le chariot. Donc, c'est ce qu'on tire. Donc, il y a les travaux de JB Morin qui sont super intéressants. Voilà. Plus le chariot est lourd, plus je vais être capable de produire de la force horizontale. Voilà. Et je vais me rapprocher de ce que me demande notre terrain. Gain de force, de performance sur 5-20 mètres, c'est ce qu'on veut. Donc, l'augmentation de la performance en sprint et prévention des blessures sur les ischio-jambiers avec le chariot, c'est parfait. Alors, évidemment, moi, avec mes joueurs, je monte à 85, avec 80-85% du poids de corps. Donc ça, mais vous l'amenez pas du jour au lendemain. Vous préparez votre joueur. Voilà. Et conseil, ne me mettez pas des ceintures. Ne me mettez pas des ceintures. Parce qu'il faut mettre le harnais, parce qu'avec la ceinture, vous tirez trop fort sur le bassin. Et si votre joueur n'est pas gainé, il va compenser avec son fessier et vous pouvez avoir un déplacement du bassin. Que lorsque vous avez la ceinture ici, il est obligé de se gainer. Il est obligé de se gainer. Donc, le harnais, c'est le top du top. Et autre chose, le prowler. Donc voilà, même chose. Donc là, je vous ai mis une référence. C'est super intéressant. Donc là, les auteurs ils se sont basés sur pour comment calibrer le travail avec le prowler sur le pourcentage de perte de la vitesse max. Donc voilà, donc ils ont regardé à 25% de perte, 50% et du très lourd, c'est-à-dire qu'on a 75% de baisse de la vitesse max. Donc c'est du très lourd. Et en fait, on s'aperçoit que tous les groupes entraînés, ils améliorent leurs 5, 10, 20 mètres, d'accord? Tous améliorent surtout le 5 mètres et les progrès les plus marqués, c'est avec le prowler le plus lourd, surtout sur 20 mètres. Donc ça, c'est important. Donc plus la charge est lourde avec le prowler, donc c'est à vous de bien calibrer votre entraînement, et bien plus vous allez pouvoir permettre à votre athlète d'améliorer son temps sur 20 mètres. Donc pour moi, alors c'est pas du jour au lendemain, il faut amener au fur et à mesure, mais dans votre objectif final, c'est de pouvoir travailler avec du lourd. Parce que pousser un prowler permet de progresser donc sur son sprint de 0 et 20 mètres. Et surtout, avec du lourd, on améliore son sprint court. Sprint court, c'est quoi? Souvenez-vous, c'est la phase d'accélération initiale, d'accord? Sur 5-10 mètres. Et on a vu que les ischios, le biceps fémoral, sur la phase d'accélération, il est super sollicité. Et le biceps fémoral, c'est 80% des blessures. Donc, vous voyez, on a fait le tour. Biceps fémoral, 80% des blessures. Il est surtout sollicité sur la phase d'accélération, début du mouvement. Comment je peux travailler ça avec du prowler lourd ou du chariot lourd? Vous voyez, on a fait le tour. Donc voilà, conclusion pour moi. La vitesse, c'est un problème parce qu'on n'est pas préparé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc les excuses, ouais, il s'est blessé. Non, si vous ne travaillez pas la vitesse, les accélérations, mais attention, il faut sortir du poids de corps. Chez les jeunes joueurs, on fait de l'éducatif. Travail de pente, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais à un certain moment, si vous ne sollicitez pas, ça va péter. Ensuite, n'oublie jamais une chose. Moi, une autre personne, on n'a pas la même vitesse max. Donc, il faut individualiser le pourcentage de vitesse à laquelle vous exposez votre athlète. On ne peut pas mettre tout le monde à 29 km/h, à 30 km/h. Moi, je mets Hakimi à 29 km/h et puis je mets un autre joueur où la vitesse max c'est 32. J'ai pas du tout la même charge de travail et Hakimi il perd son temps. Donc, blessure ischio-jambier, une fatalité. Une fatalité pour moi, c'est non, parce qu'il a largement de quoi de faire de la prévention et faire du développement. Donc à partir de là, c'est un travail de staff avec le médical. Mais pour moi, c'est pas une fatalité. Si les choses sont bien faites,
si on construit bien les joueurs, notamment au niveau des centres de formation, on les éduque bien au renforcement musculaire, c'est pas un souci. Avec les pros, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà pour moi. Christophe, tu m'entends? Allô? Tu m'entends, Christophe? Omar. لا لا ما تسمعش. Ali, j'essaye de t'appeler. Tu m'entends, Christophe? Christophe, tu Tu m'entends? m'entends? Ouais, je t'entends là. Vous avez entendu ou pas? Ça a été? Oui, c'était super, super intéressant. Merci pour cette excellente présentation. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir très fort. Ah, je vais te faire chambrer là. Faut arrêter. Non, tu peux pas fermer la porte. Ouais. Vas-y, Ali, vas-y. Ouais, Bon, Christophe, merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment très, très intéressant. C'est toujours intéressant avec toi. Donc, est-ce que tu as un moment pour quelques questions ou Oui, Non, oui, bien sûr. super. Alors, on passe aux questions. Je pense qu'on va commencer par le Parisien. Après, Minute de silence, s'il vous plaît. Minute de silence. il m'avait demandé en fait une faveur de faire une minute de silence pour toi, Pour Paris. pour Ah ouais. Paris, pour hier. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a une question de c'est Mohamed Zazoui, préparateur physique que tu connais, Christophe. J'entends rien, Ali là. Tu entends, Christophe? Là, je t'entends, Ali. Je t'entends. Un, deux. Merci, Monsieur Christophe, pour votre intervention. Je voulais revenir sur la phase d'accélération au début le début de l'exercice et la phase de maintien de la vitesse. Je me demande la distance que vous nous conseillez, le maintien de la vitesse, est-ce que ça sera vers les 30-40 mètres? Est-ce que ça sera la vitesse pure ou bien intégrée avec ballon? Ben, y a deux choses. Si tu veux, alors, après, comme je t'ai dit, il faut réfléchir. Si tu prends 90% de la vitesse max du joueur, il faut que tu aies de la distance et il faut que ça dure. Tu vas pas faire ça durer 10 secondes, mais 3-4 secondes, c'est parfait. Donc maintenant, le faire avec ballon, le ballon, comment dire, ça dénature la course. Enfin, quand je dis ça dénature la course, c'est-à-dire que moi, je suis plus pour, si je veux travailler là-dessus, je fais un travail, comme je te dis, pour les latéraux, ce qu'on a fait à la CAN avec nos joueurs. C'est-à-dire que donc il y avait un gros travail athlétique juste après le match. Et le lendemain du match, on faisait avec ballon, mais on répétait les efforts de sprint spécifiques au poste. Et par exemple, nos joueurs de couloir, il y avait, ils s'appuyaient sur le planche de renvoi, ils accéléraient, ils centraient, et derrière, sur 40 mètres, il y avait, moi je lui avais donné le temps, et il y avait un sprint à effectuer. Donc je savais qu'il était à 90% de sa vitesse max, et je savais aussi que j'avais sollicité son accélération maximale. Voilà. Et après, si je voulais un versant énergétique, ce que je faisais, c'est-à-dire qu'il avait son temps de travail, et en général, 1 minute après, il enchaînait les choses. Il y a ça aussi, tu vois. Tu as l'aspect qualitatif, donc les distances, et la répétition dans le temps. Si tu répètes dans le temps, tu vas basculer sur un aspect énergétique. Mais ça, c'est important aussi de le faire. Parce que tu sais comme moi que quand tu travailles en milieu avec de l'acide lactique, ça acidifie le milieu et les commandes neuromusculaires, les contractions se font moins bien. Mais c'est important de travailler dedans. Parce que le joueur, il faut qu'il connaisse ça, il faut que le corps s'habitue. C'est pas la production d'acide lactique, alors je déborde un peu, qui est gênante, c'est l'incapacité à travailler en milieu acide. Parce que ton joueur, quand tu prends le bouillon, tu dois répéter 1, 2, 3, 4 sprints et qu'il peut plus, eh ben c'est là où tu vas prendre des buts. Par contre, il est capable de travailler dedans, c'est important. Mais avant l'aspect énergétique, il y a l'aspect neuromusculaire. Tu vois, tout bête, mais il y a eu le Covid. Et on a fait des visioconférences, le travail énergétique. Et ouais, les gars, le travail énergétique, c'est super important. Mais si musculairement, ton joueur, sur un intermittent, il n'est pas capable, tu fais un 15-15, tu lui demandes d'accélérer, il n'est pas
capable d'accélérer et qui se pète sur un 15-15, c'est de ta faute. Parce qu'il faut reprogrammer sur un plan neuromusculaire, la qualité musculaire. Après, la capacité à répéter, c'est pas un souci. Mais développer cette qualité. Donc, tu veux faire de la vitesse longue, il faut du long. Il faut du long. Et très vite aller à cette vitesse-là et l'exposer à la vitesse. Tu vois, les derniers stats que je t'ai montrés, où c'est des références scientifiques. Le meilleur entraînement à la vitesse, c'est la vitesse. Voilà, c'est tout. C'est tout. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Parce que je suis parti un peu sur l'énergétique, mais voilà. Non, vous avez bien répondu à la question. La loi de la spécificité, s'il faut développer une qualité, il faut la faire. Donc, on ne va pas développer l'endurance pour espérer la progression au niveau de la vitesse. Je reviens sur une autre qualité, force. Et la force maximale. En sprint, les athlètes d'athlétisme, ils ont l'habitude de supporter plus de charges lourdes pour taper sur les fibres de type 2B, la loi de la taille. Alors qu'en foot, malheureusement, ils ont peur, ou bien c'est à nous de le faire taper sur les fibres de type 2. J'ai du mal à faire la charge lourde pour les footballeurs. Je te donne mon avis là-dessus? Oui. Je vais te donner mon avis. Voilà, dans le foot, tu vois, c'est... Attends, en 2022, dans le foot, tu vois, la non-connaissance, c'est ça qui te tue. C'est ça qui te tue. Et tu me parles des athlètes, parce qu'ils sont habitués, ils ont été éduqués. Et nos jeunes dans les centres de formation, le renforcement musculaire sur le train moteur, sur le haut du corps, c'est une priorité. D'accord? Et se cacher en disant, ouais, dans les jeux, je fais tout. Non, tu fais que dalle dans les jeux. Parce que tu veux que ton joueur, il progresse. Tu me parles de la force max, c'est pas dans les jeux que tu vas faire de la force max. Tu veux faire de la force max, il faut lever de la fonte, il faut lever des charges. Il faut travailler après avec des proleurs, il faut travailler avec du lourd. Parce que tu vas le retrouver sur le terrain. Tu vois, c'est tout bête, mais tout le monde, ouais, Cristiano Ronaldo, c'est le top du top. Mais Cristiano Ronaldo, tout le monde sait ce qu'il fait à côté. Renforcement musculaire, nutrition, travail, tout ça. Voilà, c'est ça le truc. Donc, alors il y a des coachs, ils ont peur. Ouais, non, mes joueurs, ils vont être plus lourds, ils vont. Alors, tu vois, moi, des coachs qui ont ce discours-là, je te le dis, pour moi, c'est des coachs qui sont obsolètes. Ils savent pas ce que c'est que maintenant le football. Le football de haut niveau, ce que demande le football de haut niveau. Voilà, pour moi, c'est des gens qui sont obsolètes. Ils sont pas adaptés à l'évolution du football. Le football, c'est quoi? C'est vitesse, accélération. Voilà, c'est ce qu'on te demande et être capable de les répéter. Le foot, maintenant, va plus vite. Ça, c'est un truc de fou. Donc, si tu prépares pas tes joueurs à ça, tu vas être dépassé dans le jeu et tu vas avoir des pépins. Voilà, et faire de la force max, il faut aller en salle. Alors, évidemment, il faut l'amener, il faut préparer l'athlète, il n'y a pas de souci. Et il faut lever du lourd. Voilà, du lourd. Maintenant, on a la chance d'avoir des accéléromètres, c'est-à-dire des appareils qui mesurent le déplacement de la barre. Il y a des études qui sortent. Tu veux faire de la force max avec une trap bar, c'est entre 0,2 et 0,5 mètres secondes carrés d'accélération. Donc, je te prends toi, je vais obligé de te mettre 140 kilos pour être dans cette zone de vitesse. Moi, ben, on va mettre que 100 kilos. Mais je vais faire de la force max à mon niveau comme toi. Voilà, donc il faut en faire. Après, la notion de transfert, c'est quoi? C'est j'ai fait de la force max, d'accord? Derrière, j'ai mon coach, il va faire des jeux. Et ben, on va s'adapter sur les distances. Moi, ma force max, pour moi, il y a deux choses. Tu as la force max et le front de montée de force. Parce que si moi, je mets 4 secondes pour atteindre mon niveau de force maximale et toi, 1 seconde, tu vas être meilleur que moi sur le terrain. Donc, c'est deux choses qu'il faut travailler. Le niveau de force et le niveau de développement de la force qu'on appelle la pente. Plus c'est pentu, mieux c'est. C'est-à-dire que plus vite tu atteins ton niveau de force. Et un athlète, un footballeur accélérateur, c'est quelqu'un qui est capable, dans un temps minimum, d'avoir un maximum de force. Donc, compresser la force dans le temps. Mais il faut de la force. Si t'as pas de force, ah ouais, tu peux me faire de la piste sur le terrain, super. Mais c'est pas pour ça que tu vas aller plus vite, tu vas augmenter ton niveau d'accélération. Merci, M. Christophe. Merci, Christophe. Nous, on a le Tendo. Donc, on essaie de faire avec. Mais bon. Ouais. Oui, non, mais après, l'idée, c'est ça, parce que la technologie, elle est ce qu'elle est, la technologie. Mais si tu prends, par exemple, les GPS, on en parle des GPS. Mais si tu sais pas ce que tu veux lire avec tes GPS parce que t'as pas une analyse fine de l'activité, bah, tu vas te perdre dans le truc. Après, tu prends ça, tu prends autre chose, mais tu le prends parce que tu veux vérifier la vitesse, parce que tu sais que tu as des zones de vitesse dans lesquelles tu dois travailler en fonction de ton objectif. C'est ça. Après, c'est très bien. Après, tu prends ce que tu veux, mais l'idée, c'est ça. Alors après, quand tu as
une technologie, il faut vérifier que la mesure soit valable et que ça soit surtout reproductible. Oui, c'est clair. Ça, c'est important. Donc merci pour d'avoir clarifié ce point-là parce que on a des coachs avec nous et c'est important de mettre l'accent sur le travail générique et je pense que tu as amplement parlé du générique. Donc merci beaucoup. Tiens, le Parisien, il a une question. Ouais, Christophe. Oh, je suis désolé. Non, attends, la porte ne ferme pas, les gars. J'ai pas rien. Parce que j'ai mes collègues, je les dérange, je fais du bruit, tu vois, parce qu'ils dorment à cette heure-ci, tu vois. Donc, vas-y, Zach, Christophe, déjà, merci pour ton intervention, qui est complète, comme d'habitude. Moi, j'avais juste une question au niveau de l'approche sur la prévention. Est-ce qu'au niveau préventif, on intervient de la même manière sur tous les joueurs pour éviter cette blessure, comme tu as dit, qui est 80%, je crois qu'il représente 80% des blessures chez les footballeurs. Est-ce que la prévention, elle est identique à tous les joueurs ou chez certains, elle est peut-être plus appuyée, plus appropriée selon la morphologie? Merci. Voilà. Déjà, il faut, quand tu as un nouveau joueur qui arrive ou un jeune en son formation, il faut le bilanter. Là, c'est avec le médical, il faut regarder le bassin. Est-ce qu'il y a un problème? Tout bête. Les semelles, parce que tout part du pied. Les pieds, c'est la base de tout. Donc, déjà, podologue. Regardez les empreintes du joueur. Est-ce qu'il n'y a pas de souci? Empreintes dynamiques, pas que statiques. Ensuite, les examens médicaux au niveau du bassin, est-ce qu'il y a des déséquilibres? Les tests physiques. Et à partir de là, il y a une faiblesse ici. Bon, il faut travailler dans ce sens-là. Mais je te dirais que la prévention, la meilleure prévention, c'est le travail. C'est pas une fois que le joueur il s'est pété, il faut faire de la prévention. Non, c'est le travail. Donc, c'est exposer son joueur, comme je te dis, sur la vitesse longue, sur du renforcement musculaire, sur des pentes. Mais à la base, il faut des bonnes évaluations. Donc, moi, déjà, c'est tout bête, mais l'empreinte du pied. Voilà, l'empreinte du pied, parce que tout part de là. Si le pied c'est bancal, derrière il y a des compensations, et à un certain moment, ça peut péter au niveau des ischios. Et on comprend pas pourquoi. Les tendinites, par exemple, à un certain moment, on dit, il fait des tendinites. Il se blesse musculairement. Donc, on soigne, on fait de la prévention. Putain, on n'a pas regardé les dents. On n'a pas fait de panoramique dentaire. La salle à manger, en gros, c'est des caries de partout. Donc, on va soigner les caries. Putain, c'est marrant, ça va mieux. Donc, le bilan à la base. Et après, s'il faut un programme spécifique, parce qu'il y a une carence, on va accentuer. Toi, c'est même pas de la prévention que je vais te parler. C'est exposer ton joueur en fonction de ses besoins. Et une fois que tu l'as remis à niveau, tu l'as mis où tu voulais, ne pas oublier ces piqûres de rappel qui sont primordiales. Moi, quand j'étais à l'OM, on avait des matchs tous les 4 jours. 2 jours après un match, exposition sur ce qu'on appelait la prévention tramoteur, mais ces machines inertielles, il y avait des pentes, il y avait tout ça. Au début, on nous appelait pour des fous, mais au bout du compte, on n'avait pas de problème d'ischio. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et on demandait plus ce qu'on demandait en match. Parce que le match, c'est pas forcément les valeurs maximales sur la vitesse, des choses comme ça. Détrompez-vous. Les accélérations, oui, mais sur la vitesse maximale, non. Donc ça peut être un piège. Merci Christophe. Merci. Donc juste pour compléter, si tu permets, ici au centre, en fait, on fait le bilan isocénétique qui permet en fait s'il y a des problèmes de faire de la prévention avant en fait de tomber dans les blessures. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Zach, toujours? Oui. Les kinés? On a une dizaine de kinés. Est-ce qu'il y a des kinés qui veulent poser une question? Monsieur Nari? Question? Ok. Donc, Monsieur Nari, éducateur catégorie U15. Merci, Monsieur Christophe, pour cette belle présentation bien enrichie, basée sur un fondement scientifique. Bravo, Monsieur Christophe. Merci. On connaît que les jeunes joueurs de football, surtout les jeunes entre 13 ans et 15 ans, surtout pour la préformation, qui passent par un stade de développement psychologique et aussi par un stade de développement physiologique, croissance, maturation, myélinisation, etc., etc. Est-ce que ces jeunes sont fragiles aux accidents musculaires, c'est-à-dire les ischio-jambiers, ou le contraire, ils seront moins touchés par ce phénomène blessure des ischio-jambiers? Deuxième question, y a-t-il... Attends, oui. Je vais répondre à la première parce qu'après j'ai oublié la deuxième.
D'accord. J'ai oublié. D'accord. Voilà. D'accord. Donc tu vois, tu me parles de jeunes là, c'est là où je te dis les jeunes, c'est vraiment le travail le plus intéressant, parce que les seniors, les pros, tout ça, bah, là tu es dans un truc de formation. Et moi, ce que je trouve, comment dire, dommage, c'est que maintenant, on raisonne toujours pas assez en âge biologique. Et tu as raison de dire qu'un gamin de 13, 14, 15 ans, en fonction de tel ou tel individu, ils sont pas au même stade de développement psychologique, physique. Donc, à partir de là, si toi, tu individualises pas à mort, tu risques d'avoir des soucis. Et oui, chez les jeunes, c'est pas normal qu'un jeune se pète aux ischios. Moi, j'en ai vu dans le centre de formation Marseille, parce qu'il n'y avait pas justement ce travail de prévention, de bascule de bassin, parce que il est en train de grandir, ça change, ça bouge. Donc, il faut réinsister sur le gainage, sur tout ça. Parce que c'est ça le problème, c'est que le gamin, ça bouge vite. Et si toi, t'es pas réactif, tu risques d'avoir des soucis. Donc oui, et c'est là où le travail avec le médical et le préparateur physique, il est super important, surtout chez les jeunes. Parce que vous les manipulez, vous avez entre les mains, donc vous sentez les choses. Et s'il n'y a pas cette communion avec le préparateur, parce que le préparateur, il va arriver avec son contenu, il dit, bon, je fais ça aujourd'hui. Et s'il n'y a pas cette communion, cet échange, on risque d'avoir des soucis. Donc, c'est vraiment des âges, pubères, où c'est vraiment, on marche sur des œufs, et parce qu'il y a des gamins qui vont prendre 5 cm en un mois, des choses comme ça. Donc oui, on risque d'avoir des soucis. Donc la prévention, le renforcement, surtout sur le gainage, mais c'est la base, c'est la base. Et accepter que le gamin soit moins bon à certains moments sur le plan footballistique, mais parce que son schéma corporel change. Donc schéma corporel qui change, ça veut dire reprogrammation au niveau neuromotrice. Et c'est là où si le gamin, le jeune joueur n'a pas vécu un maximum de situations, c'est-à-dire qu'il n'a pas développé un maximum de schéma moteur. C'est le schéma moteur, une fois, on parle toujours de l'âge d'or des apprentissages, c'est avant la puberté. Mais c'est exactement ça. Parce que tout sur le plan nerveux va se mettre en place, les schémas moteurs. Après, il prend 10 cm, c'est une histoire de paramètres. C'est rien du tout. Donc, c'est recréer des paramètres. Mais le schéma moteur, il existe. C'est comme moi, si je sais pas jouer au tennis, on m'apprend à jouer au tennis aux 40 ans, le schéma moteur, je ne les ai pas, je vais être catastrophique. Un gamin qui apprend vite à jouer au tennis, il prend 10 cm, les schémas moteurs, ils sont là. C'est reprogrammé. Donc ça, c'est super important. Donc, j'espère que j'ai répondu. Et ta deuxième question? Oui, oui, merci beaucoup, Monsieur Christophe. Y a-t-il une démarche ou des exercices spécifiques pour éviter ou prévenir cette blessure qui est la prévention, qui est la blessure des ischio-jambiers? Et on sait, par exemple, le talon-fesse, c'est un exercice très important pour les jeunes et pour éviter cette blessure des ischio-jambiers. Talon-fesse. Oui, tu vas faire des talons-fesses, mais ça, pour moi, c'est de l'échauffement. Mais pour moi, c'est pas de la prévention. Oui, par contre, alors tu peux faire des talons-fesses, mais style athlétique où il y a vraiment un placement du bassin où le gars il va parce que on parle du bassin parce que c'est la base le bassin. Mais regarde autour de toi, est-ce que tu as des joueurs qui sont capables de faire anté-rétroversion du bassin? Regarde, simplement ça. Et faire des talons-fesses, c'est avoir un bon placement du bassin, bien sortir la tête, et ne serait-ce que ça, là, tu feras des bons talons-fesses. Mais dans la prévention, c'est bien pour le placement du bassin, mais il faut aller plus loin. Pour moi, le talon-fesses, comme les montées de genoux, ces gammes athlétiques, il faut avoir un placement du bassin parfait. Ça sert à ça. Parce que là, tu vas bien travailler sur les chaînes musculaires. Et la qualité de pied, on en parle. Moi, je m'aperçois de plus en plus, hein. En France, on est mort là-dessus, c'est que nos gamins, comme ils passent du temps sur les écrans, les ordinateurs, ils font plus de vélo, ils courent plus, ils font plus ceci, ils font plus cela, donc on récupère des débiles moteurs entre guillemets. Voilà, c'est-à-dire que les mecs ne savent pas faire de vélo, donc c'est le pied en extension complète quand ils pédalent, faire un recul frein, une marche arrière, ils savent pas faire. Donc il y a toute cette motricité aussi à reconstruire. Et donc les gammes athlétiques peuvent aider, mais dans la prévention des blessures, à ce moment il faut aller plus loin, apprendre à courir dans une pente, savoir pousser complètement, toutes ces choses-là. Donc ça c'est important, mais ça part de la qualité du pied. Merci Christophe. Alors on a une question. Amin Karma. Amin Karma, responsable post-formation. Bonjour Monsieur Christophe. Donc merci pour la présentation. Attends, je te coupe là parce que ça fait penser à un truc.
À la Fédé, non mais j'y pense, je vais faire de la pub. On est en train de travailler sur la création d'un diplôme préparateur physique spécifique au centre de formation. Donc on espère pouvoir le faire les premières la première session au mois d'octobre 2022. Donc on vous passera l'info parce que c'est préparateur physique en centre de formation et chez les pros, c'est pas du tout la même chose. Et le plus important, c'est les préparateurs physiques chez les jeunes. Pas chez les pros, parce que chez les pros, il n'y a plus grand chose à faire. Donc voilà, excuse-moi. Donc vous soyez vigilants, mais on vous fera passer l'information quand le diplôme il sera ouvert pour qu'on ait le même discours, la même façon de voir les choses, qu'on puisse échanger à travers ce diplôme. Voilà, excuse-moi. Alors vas-y, la question. Merci, non, c'est pas un problème. Donc ma question, c'est un peu simple. Déjà, comment tu évalues le niveau des jeunes joueurs marocains qui exercent dans le Porto-La Pro sur le plan athlétique? Alors, je vais te répondre franchement. Je vois pas beaucoup de jeunes en première division. Oui, c'est pour ça. Ah ouais. Donc difficile d'évaluer et il y a des trucs que je comprends pas. Deuxième chose, les jeunes que je vois, c'est ceux qui arrivent en équipe nationale. Alors je vais pas parler des binationaux parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Les binationaux, ils sont voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les joueurs locaux. C'est avec eux qu'on doit travailler au niveau de la FRMF, qu'on doit travailler avec vous dans les clubs. Et ce que je constate, donc j'ai vu passer du 13, j'ai vu passer du 15, j'ai vu passer du 17, du 20, quelques U23. Au niveau énergétique, c'est faible. Au niveau neuromusculaire, c'est faible. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ok, c'est un constat. C'est un constat. Maintenant, c'est comment on fait pour améliorer les choses. Donc, ce qu'on fait à la FRMF, c'est que quand les joueurs viennent chez nous, on essaye un maximum de communiquer avec le club à partir des évaluations. Donc, Ali il connaît les évaluations sur les profils avec nos GPS et ça oriente le travail. Donc, on est en train de créer une plateforme pour pouvoir échanger avec vous parce que il y a des bons joueurs de foot au Maroc. On le voit techniquement, c'est beau, c'est fluide, ça voilà. Mais physiquement, c'est pas bon. Le travail, il est pas. Il faut améliorer les choses. Le constat pour moi, il est là. Il faut améliorer les choses sur l'aspect neuromusculaire et sur l'aspect énergétique. Mais il faut le faire en bonne intelligence dans les échanges entre vous, les clubs et la FRMF et sur les formations, tout ça. Donc, si vous avez des besoins, nous, on peut se déplacer dans les clubs, on fait un état des lieux. Mais là, par exemple, j'ai fait les évaluations des U17, des U20. J'ai fait 2 tests simples. 2 tests simples et pour moi, je veux le dire beaucoup. J'ai fait un test aérobie. Ouais, je me suis pas embêté, j'ai pris le Vaméval parce que je savais qu'au niveau neuromusculaire, c'était pas terrible. Et surtout, j'ai fait VMA et le temps de maintien de la vitesse maximale aérobie parce que pour moi, c'est super important. Parce que toi, tu peux avoir une VMA à 17 et tu la tiens 6 minutes. Moi, j'ai une VMA à 20 et je la tiens 1 minute. Ça veut dire que toi, ton potentiel aérobie est nettement meilleur que le mien. C'est-à-dire que toi, dans la répétition des sprints, dans la récupération, tu seras beaucoup plus efficient. Et après, deuxième test que j'ai demandé au préparateur, vous me faites un test de répétition de sprint avec 20 mètres à fond, je bloque, je reviens sur 20 mètres, 20 secondes de récupération, 7 répétitions. Et je regardais 2 choses, la vitesse maximale atteinte et le pourcentage de décrément, c'est-à-dire combien de pourcentage de perte de vitesse. J'ai des joueurs, ça va jusqu'à 15%. C'est pas possible. Ça veut dire que le gars va faire un sprint, 2 sprints, il lui faut un quart d'heure pour récupérer. Et c'est marrant, c'est que tu as des joueurs, ces joueurs-là, en général, à la fois sur le plan aérobie et lactique, c'était au fond, c'était pas bon. Donc, une fois que tu as fait ça, tu as fait ton constat, c'est qu'est-ce qu'il faut travailler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, mon constat, il est là. Donc, on renvoie des programmes dans les clubs, on essaie d'échanger avec les clubs, dire voilà, par rapport au profil, par rapport au test, on estime que d'abord, il faut vraiment travailler ce potentiel aérobie, d'accord? Ne pas oublier le renforcement musculaire, le neuromusculaire. Donc, il y a du travail. Après, il faut accepter le constat. Tu vois, tu prends Achraf Hakimi, latéral droit, couloir. On a des références sur le haut niveau, des joueurs marocains. Alors oui, ils jouent en Europe, il n'y a pas de souci. Mais on a des profils. Et ce que j'ai demandé au préparateur à la FRMF, c'est de voir le haut niveau, ça demande ça à tel poste. Chez nos jeunes, il faut les préparer pour les amener ici, en respectant l'âge biologique du joueur, son rythme d'apprentissage. C'est comme à l'école, hein. On peut pas aller plus vite que la musique.
Voilà. Donc, il y a des fois, je me dis, et il faut accepter aussi, U17, équipe nationale au Maroc, avoir des résultats sur le continent africain, sincèrement, c'est compliqué. C'est compliqué pour X raisons. Je sais pas si vous vous souvenez de Laurent Blanc, entraîneur de l'équipe de France. Il y a eu un tollé général en France où il disait attention, chez les équipes de jeunes, il y a beaucoup de joueurs blacks. Je vous fais simple. Mais en fait, il expliquait que l'âge biologique n'est pas le même pour tout le monde. Et on sait très bien que moi, je travaille avec le Cameroun, et j'ai vu des U15 passer. Je mets de côté l'âge, hein, où des fois, il y a des petits trucs, quoi. Mais sur un plan biologique, ils arrivent plus vite à maturité. Donc lui, ce qu'il voulait dire, c'est attention, le développement du joueur biologique n'est pas forcément le même. Donc, pour éviter de passer à côté d'un bon petit joueur qui est bon au niveau footballistique, mais biologiquement, il n'est pas encore formé, il faut avoir des bons critères et se donner le temps d'évoluer avec le joueur. Donc moi, c'est ce que je voudrais mettre en place ici au Maroc, avec les clubs, l'âge biologique, et on avance comme ça. On fait un constat des qualités physiques, on se donne une route de travail et on évalue et on avance comme ça. Et ça passe par une notion de projet de club. Hein. Parce qu'un projet athlétique, ça part des tout petits jusqu'en haut. Voilà. Et par exemple, parce que moi je l'ai vu X fois, même en France, même à Marseille, on avait des jeunes qui sortaient du centre de formation qui étaient bons. Et ben moi, il était hors de question. Par exemple, un gamin de 18 ans qui monte avec les pros, qui monte un mois, il a ses compléments athlétiques parce qu'il est toujours en formation, en développement. Voilà. Et ça, il faut le faire de manière intelligente. Donc, un projet athlétique, ça se construit. Si on veut avoir des résultats au niveau des jeunes, il faut construire un projet athlétique par rapport à la demande du haut niveau. Donc, au niveau des jeunes que j'ai eu passionner, l'équipe nationale, au niveau des joueurs, alors j'aime pas cette expression locaux, des joueurs qui viennent des clubs du Maroc, on a des choses à améliorer. Mais c'est normal, c'est partout comme ça. Christophe, merci beaucoup. Il reste une dernière question. Merci pour ces réponses détaillées, claires et nettes, qui ne laissent pas la place au doute. Juste entre parenthèses, en fait, pour l'âge biologique, on fait le PHV ici, hein, pour l'âge biologique. Donc, dernière question, Ayoub, préparateur physique. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Monsieur Christophe pour cette excellente présentation. Merci. Donc ma question est la suivante. D'après votre expérience, qu'est-ce que vous proposez comme protocole de réathlétisation pour une blessure des ischio-jambiers? Mais ça, c'est à voir déjà avec ton doc, ton kiné, parce que la réathlétisation, c'est vraiment quelque chose de particulier. Après, j'ai pas de protocole à te donner. C'est le constat médical, qu'est-ce qu'il fait. Alors voilà, par contre, un truc qu'il faut vite comprendre, c'est que, bon, à part si c'est des insertions des ischios, il faut opérer, bon voilà, c'est autre chose. Mais plus le joueur est immobilisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'activité, plus la cicatrisation, on aura des cicatrices. C'est-à-dire que quand ça pète, une élongation, tout ce que vous voulez, les fibres au départ, elles sont comme ça. Par exemple, ça pète, elles sont comme ça. Et si on laisse comme ça, elles vont cicatriser comme ça. Donc, quand le mec va reprendre, elles veulent se remettre dans le plan initial. Donc, ça va repéter une deuxième fois. Mais c'est pas une élongation. C'est qu'en fait, vous avez fait péter ce qu'on appelle les adhérences, les cicatrices. Donc, la première chose déjà, en fonction de la nature de la blessure au niveau des ischio-jambiers, il ne faut pas immobiliser trop longtemps le joueur. Donc, ça peut être sollicité par le kiné, tout ça. Donc, ça, c'est la première chose. Après, il y a le renforcement musculaire, comme je vous expliquais. Et puis, tu sais, la vidéo que je t'ai montrée avec Ryan, tu sais, qui court avec des plots, oui. Où il allonge. En fait, le but du jeu, c'est j'espace de 2 pieds les plots, après 3 pieds, 4 pieds. Et puis quand il sort de ça, il garde ça sur 15-20 mètres. Et tu vois ce que ça donne, comment il se sent. Parce qu'en fait, tu as l'étirement de l'ischio, mais il est contrôlé. C'est pas bombe d'un seul coup, c'est 2, 3, 4 pieds. Et après, je garde ça. Et tu fais monter au fur et à mesure. Mais après, c'est la nature de la blessure. Et la réathlétisation, c'est un travail vraiment collé, serré avec le médical et avec un kiné. Mais très vite, il faut aller vers la spécificité de la course. Voilà. Et regarder comment ça évolue et faire le point après chaque séance. Donc, te donner, j'ai pas de protocole. Parce que, est-ce que c'est le biceps fémoral, c'est tendineux, tout ça, ça change totalement. Mais l'idée, c'est ça.
Et après, si ton médecin te donne pas de piste, eh ben, c'est à toi de te construire tes exercices. Là, je voulais pas montrer, mais il y a, parce que tu vois, dans la présentation, je te dis que aussi les freinages sont cause de blessure. Donc, par exemple, tu te fais un carré, voilà. Et puis, alors, si tu as la chance d'avoir ce que j'appelle des lumières, ça s'allume, ça s'éteint avec des symboles bien précis. Il va chercher, il se replace, donc tu freines, tu accélères. Tu vois, l'idée c'est ça, c'est freiner, accélérer. Après, il peut faire une course, en ligne droite, et tu lui mets une zone de freinage, une grande zone. Tu mets 4 mètres au départ. Après, tu mets 3 mètres. Après, tu mets 2 mètres. Puis quand tu as 2 mètres, tu dis voilà, tu passes dans la zone. Et si moi je me mets devant, tu dois t'arrêter net. Donc c'est tout ça. C'est toute une progression à avoir. D'accord. Mais déjà, la première chose, il faut pas qu'il soit arrêté trop longtemps. Bon, selon la gravité de la blessure, parce que ça va cicatriser, mais pas dans le bon sens, et ça répétera une deuxième fois. Merci beaucoup. Christophe, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a dit la dernière, c'est ça? Pas de questions? Christophe? Oui? Non? Non? Christophe, merci beaucoup. De rien. Merci pour ton intervention, d'avoir accepté de participer avec nous. Et je vous demande encore une fois d'applaudir fort parce que franchement c'était très très intéressant. Et je te donne rendez-vous, j'espère en présentiel, très bientôt, chez nous. Inch'Allah, comme vous dites. Après la trêve. Après la trêve. Donc quand tu Après dis la trêve. Inch'Allah, c'est jamais, c'est ça. Ça dépend qui dit Inch'Allah. Selon la personne, c'est sûr que ça va arriver. D'autres, c'est compliqué. C'est compliqué. Merci beaucoup Christophe, à très bientôt, merci. Merci à vous. Bis. Merci, au revoir.